comme vous l'aurez entendu, on passe au perron d'église. Alors, à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux de venir discuter avec nous de questions, de take-care. Puis, on va jaser un petit peu avec vous. Puis, pourquoi pas rester dans le monde du hockey avec la première question qu'on a, Félix, qui nous provient de Carl Blanchette, qui dit quelles équipes sont les grandes gagnantes pour les transactions faites ce vendredi? On en a parlé un peu avec Pop pendant le show qu'on a enregistré vendredi soir, mais dans le fond, les gagnants en tant que tels, sérieusement, je pense que le Colorado, c'est la première équipe qui vient en tête juste parce qu'on a été chercher tellement de talent. Brock Nelson, on a été chez Charlie Coyle, on a ramené Eric Johnson, qui est un gars tellement aimé dans ce vestiaire-là, puis même que si tu remontes un petit peu, Martin Necas qui est arrivé, on a été chez tellement de talent au Colorado récemment. J'ai beaucoup aimé la date limite des Jets aussi, dans le sens où on avait comme un bon noyau avec lequel il ne fallait pas trop toucher. Puis Brendan Tanev, Luke Shen, c'est deux plus petites acquisitions. Ça reste des beaux noms, du beau talent qu'on est allé chercher, mais c'est des gars quand même qui c'est des plug and play qu'on dit, là, tu mets ça dans un line-up, puis ça ne change pas tout ton line-up. Il ne fallait pas aller chercher un gros joueur d'impact. C'est plus de la finition qu'on est allé chercher avec ces gars-là. Fait que j'aime beaucoup celle des Jets aussi. Ben, les Stars, tu ramasses Mikko Rantanen. Je veux dire, difficile de demander mieux. Tu as se demander si les Stars n'ont pas le meilleur groupe d'attaquants de la décennie. Ah, c'est vrai, il y a tellement de talent là-bas, man. Je veux dire, puis on a réussi à aller chercher Rantanen sans donner Wyatt Johnston, même sans donner Maverick Bourque. Je veux dire, Stankoven, c'est plate, là, mais fallait donner quelque chose quand même. Tu n'aurais pas à avoir Rantanen pour rien non plus. Puis l'autre équipe que j'ai beaucoup aimé la date limite, c'est Ottawa. J'ai adoré ce qu'Ottawa ont fait. Évidemment, Dylan Cousins, qui est le gros mouvement pour les Sénateurs. On va chercher Cousins pour Josh Norris, qui était un plus gros contrat, assez souvent blessé. Cousins, tu vois, premier match à Ottawa, une passe, 9 mises en échec, seulement en carrière. All right. Depuis quand des deux joueurs physiques, toi? Puis, tu sais, on l'a senti que ça a immédiatement craqué gars Brady Tkachuk. Tu sais, oui, qui était assez émotif le jour de la transaction de Norris, qui est un de ses meilleurs amis, mais le lendemain, il marque le but gagnant en prolongation. L'aréna à Ottawa explose, puis il se met à dire que on était dû pour retourner en série, puis tout. Puis ça, puis l'autre moment que j'ai beaucoup aimé pour Ottawa, c'est Fabian Zetterlund. C'est un pour ceux qui le connaissent pas. Pour de vrai, j'avais pas vu voir ça. Je suis vraiment étonné que San Jose l'ait laissé partir aussi, mais c'est un allié qui va probablement marquer un 20-25 buts par année, peut-être même une trentaine, un gars plus de on a l'idée d'un gars de soutien. Lui, je pense pas que c'est un top 6 à long terme, mais un troisième trio de grande qualité, peut-être même un deuxième trio. C'est un gars qui va aller te marquer tes buts, mais c'est un... Sans dire gars de système, mais c'est pas un joueur vedette, mais c'est un bon gars de système. Il va être là pour te marquer des buts. Bon, là, attention, fans des Canadiens, là, attention à vos oreilles, mais ce que devait être Mike Hoffman. Ouais, c'est bien meilleur défensivement. Oui, absolument. C'est bien meilleur défensivement. Ancien coéquipier de Mike Hoffman, soit dit en passant, Fabian Zetterlund. C'est vrai que les deux ont joué ensemble à San Jose. Mais puis, dernière équipe que je donnerais quand même comme gagnant, ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal de dire ça, mais Toronto, j'ai quand même aimé comment c'est ça, je voulais dire, Brandon Carlo, là. On a payé cher pour Carlo avec Minton puis un shot de première ronde, mais oui, mais c'est un mal nécessaire pour ce que tu amènes en défensive. Exact, c'est une grosse amélioration. Puis Scott Lawton, je veux dire, on en parlait avec Pop. Je pensais, quand j'ai vu Scott Lawton à Toronto, après que tous les autres centres de troisième trio ont été échangés, j'ai fait « Oh mon Dieu, Toronto va avoir donné 2 shots de première ronde pour Scott Lawton. » Finalement, on donne un shot de première ronde puis un espoir assez moyen. Je veux dire, c'est un super bon prix dans les circonstances pour Toronto. Scott Lawton qui est content déjà d'être à Toronto, puis j'ai beaucoup aimé comment on a géré ça. Ça me fait mal de dire ça. Puis comme je dis, je pense qu'on a payé un peu cher pour Carlo, mais tu as une année, parce que Marner devient joueur autonome cet été, Tavares aussi. Faut que tu maximises cette année. Faut que tu maximises. Puis c'est pas non plus le genre de transaction, ou du moins le genre de date limite où les Maple Leafs, tu dis tu vas aller all-in nécessairement en allant chercher d'autres talents offensifs parce que tu n'en as pas besoin de talents offensifs. Tu as juste besoin de ne pas te faire marquer autant de buts puis au moins avoir une police d'assurance si tes 3 gros joueurs étoiles connaissent des séries un peu plus lentes. Carlo qui va très sûrement être jumelé à Morgan Riley sur le front défensif. Puis, il ne faut pas oublier, là, Brandon Carlo aussi, là, c'est le genre de défenseur que les nerds de hockey vont aimer aussi parce que c'est quelqu'un qui est là pour les tâches vraiment là.
nécessairement défensive. C'est lui qui est là. C'est un joueur qui s'est jamais retrouvé dans le négatif dans sa cage. Je sais à quel point tu détestes cette statistique-là, mais c'est un joueur qui, malgré tout, Félix, n'est pas sur la glace très souvent quand son équipe se fait marquer. Il est là quand ça compte. On va voir ce que ça va donner maintenant à Toronto, mais au moins, on a une belle police d'assurance en défensive. Dernier point que j'aimerais aller là-dessus. Est-ce que tu me dis que l'Avalanche ont fait des bonnes transactions, certes, mais crois-tu pas que l'Avalanche a peut-être fait trop de transactions et peut-être fait l'inverse de ce qu'on voulait faire à Winnipeg? Dans ce cas, à Winnipeg, on s'est dit, on va garder le statu quo, rien faire, conserver notre chimie. L'Avalanche, à l'inverse, on en a fait de la transaction. C'est ça, c'est aussi, j'en avais parlé brièvement avec Pop, mais je suis content que tu me ramènes là-dessus. Je pense que c'est une question qui est super pertinente à se poser. Tu sais, oui, c'est beaucoup de transactions, mais moi, ce qui m'encourage avec l'Avalanche, c'est à quel point Martin Necas et Jack Drury se sont intégrés rapidement. Je veux dire, Necas était à plus qu'un point par game depuis qu'il est arrivé au Colorado. On est déjà rendu quand même à une quinzaine de matchs, fait que l'échantillon n'est pas pire. Je pense que ça prendra pas. C'est beaucoup de gars rentrés en même temps, mais Jared Bednar est tellement un bon entraîneur, puis on a tellement. McKinnon, Makar, en partant, font déjà tellement le gros de la job que oui, Brock Nelson est un gros nom, Charlie Coyle est un gros nom, mais tu sais, on leur met pas une tonne de pression non plus, puis on les entoure bien. Tu sais, je veux dire, Brock Nelson joue déjà avec Valérie Nichushkin. C'est vraiment le genre de lien avec qui tu veux placer un nouveau gars pour l'intégrer rapidement à ton système. Brock Nelson est vraiment pas le coup de patin de McKinnon puis Makar, mais on avait besoin de cette option cette option secondaire-là pour aider nos meilleurs avec McKinnon, Necas et Makar. Nelson, c'est un centre responsable de deuxième trio qui va te marquer une trentaine de buts. La dernière fois que l'Avalanche a gagné une coupe, on avait un gars qui s'appelle Nazem Kadri qui ressemble vraiment pas mal à ce que Brock Nelson fait. On ramène un peu Nazem Kadri sous une autre forme avec Brock Nelson. Puis Charlie Coyle, qui est un gros centre désagréable de troisième trio, tu ne veux pas affronter ce gars-là. Charlie Coyle sur un troisième trio, c'est de l'abondance. Je veux dire, que ça fait là. Habituellement, c'est sur un deuxième trio, un Charlie Coyle. Puis surtout que tu as déjà des Drouin, des Lekonen, des Nichushkin. On a déjà tellement un bon groupe au Colorado que je pense que oui, c'est deux gros noms qu'on ajoute en Nelson et Coyle. Mais Middlestat, ça ne marchait pas. Puis on avait besoin aussi d'un deuxième centre tout court. Fait que je pense que ça va aider tout le monde. Ça va placer tout le monde dans la bonne chaise au Colorado. Il va falloir que ça pogne rapidement parce que les séries arrivent bientôt. Mais ouais, il va falloir que ça va être un gros défi pour Bednar, mais j'ai quand même confiance que l'Avalanche va y arriver. On a certainement des grosses équipes dans l'Ouest qui vont le sortir. Puis malheureusement, il y en a juste une qui va pouvoir se rendre à la finale, mais entre l'Avalanche, puis là, on parlait des Stars qui a probablement le meilleur groupe à l'attaque pour aller remporter ça. Puis tu as les Jets aussi qui ont juste tout aussi qui va de leur côté. Ça va être le fun. La centrale va être le fun. La centrale va être le fun. Surtout ça. Et finalement, deuxième interrogation qu'on a sur le perron d'église. Vous me direz, il y a question de timing, fait en sorte que ça ne fonctionne plus, mais on va jaser un petit peu de ça. Mathieu Vachon qui proposait Drake May avec DK Metcalf chez les Patriotes, comme quoi ça aurait pu être intéressant. Mais Félix, pas nécessairement DK Metcalf, mais on peut parler de receveurs qui pourraient peut-être aller vêtir l'uniforme des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Qu'en dis-tu? L'année passée, j'ai beaucoup aimé la saison recrue de Drake May. Je pense que je pense que j'en avais parlé sur le. C'est ça, mais il n'y avait pas d'armes. Je veux dire, il se ramassait, il y avait Demario Douglas, il y avait. Tout était ordinaire. On n'avait pas de bons receveurs à mettre autour de Drake May. On n'avait pas de ligne offensive non plus. Ça, c'est un autre problème. Puis je pense qu'on va essayer de régler ça au repêchage, mais on n'a quand même pas de receveurs. Puis tu sais, quand Mike Vrabel est arrivé avec les Pats, il s'est mis à dire peut-être qu'on va aller chercher Jay Brown aux Eagles parce que Vrabel, il l'aimait beaucoup avec les Titans. Les Eagles ne laisseront pas partir Jay Brown. J'ai dit ça des Titans aussi il y a quelques années, mais je pense pas que les Eagles, la façon que le contrat des Jay Brown est fait, je pense pas que c'est réaliste de laisser partir un comme Jay Brown. Surtout quand tu viens de gagner un Super Bowl, là, je ne sais pas de la formule qui vient de fonctionner. Mais oui, je suis d'accord avec cette affirmation-là sur le fait que ça va prendre un gros receveur pour Drake May, juste qu'il enlève un petit peu de pression sur les épaules. L'affaire, c'est que tu regardes le marché en ce moment, ça va être difficile d'en sortir un. Metcalf était peut-être le dernier qui restait, qui était vraiment réaliste, à moins peut-être de sortir Brandon Ayuk de San Francisco, mais encore là, revient d'une chirurgie au genou. C'est peut-être pas nécessairement le gars que tu veux
dès cette année, en tout cas. Mais tu sais, là, tu regardes le marché, je veux dire, peut-être que Garrett Wilson va être disponible pour un échange, j'en doute, mais surtout que maintenant, Adams est parti, je pense qu'il va être content de redevenir numéro 1. Puis même si Garrett Wilson est disponible, les Jets ne l'enverront pas à l'intérieur de leur division. Fait que ça, je vois pas comment ça va arriver. Metcalf est parti. Je sais pas qui. Debo Samuel n'est pas là non plus. Je sais pas ce serait qui. C'est ça l'affaire qui m'inquiète un peu pour les Pats. Puis, tu sais, je l'ai dit, on a un gros choix au repêchage. Je pense que la ligne offensive est tellement un problème qu'il faut que tu ailles là. Puis peut-être que tu peux justifier au 4e rang de prendre un gars comme Travis Hunter qui est encore là parce que tu vas l'utiliser comme receveur puis l'utiliser aussi en défensive. Mais il n'y a pas vraiment de gros receveurs. Il n'y a pas un Ja'Marr Chase dans ce repêchage-là ou quoi que ce soit. Fait que ça va être difficile de régler ce problème-là. À la limite, n'a pas un Marvin Harrison, tu sais. Non, c'est ça. T'as pas, même pas de Malik Neighbors ou rien. Là. Il y a pas il y a des bons receveurs. Il y a certains receveurs que j'aime dans cette QV-là, mais rien. Mais est-ce que tu veux vraiment aller. C'est ça, est-ce que tu veux vraiment repêcher un receveur peut-être un petit peu trop, surtout avec le choix qui va être réservé? Là. Surtout quand tu as des aussi gros problèmes de ligne offensive et que tu as quand même certains bons joueurs de ligne offensive. Quand tu as des problèmes un petit peu partout. C'est ça, les manques de talent dans cette équipe-là. Puis je pense que tu veux essayer d'entourer Drake May, mais tu regardes le marché d'autonomie, il n'y a rien d'intéressant qui va être disponible. Je dis, veux-tu Christian Kirk vraiment? Là, c'est vraiment. Peut-être Cooper Cup. Peut-être Cooper Cup si les Rams le laissent partir. Puis... Mais encore là, si Cooper Cup il est pour partir en Nouvelle-Angleterre, il va dire bon, c'était vraiment le fun, mais je pense que j'attache. C'est pas t'es pas Cooper Cup de 2021, t'es un Cooper Cup en fin de carrière et tout qui est plus une option numéro 1 ou quoi que ce soit. Je pense pas qu'il reste un numéro 1. Je pense que c'est aussi plate que ça. Il y avait T. Higgins qui a eu l'étiquette de joueur de franchise. Il y avait peut-être Davante Adams qui est avec les Rams maintenant. Je sais pas ce serait qui. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense que tu essaies d'en prendre un en 2e ronde. Tu essaies de ne pas reprendre un autre Jalen Polk qui après un an, déjà l'air d'un bust pour les Pats, c'est encore tôt, mais ça n'a pas été une grande saison recrue pour lui. Et puis c'est ça on a quand même repêché lui puis Javon Baker l'année passée, on a repêché 2 receveurs. Les 2 ont eu aucun impact cette année. Ça va prendre des ressources d'une façon ou d'une autre pour les Pats, mais le marché des joueurs autonomes est tellement épouvantable que je ne sais pas comment on va aller chercher du talent. C'est plus simple que ça, je ne le vois pas. La bonne vieille stratégie de faire juste lancer toujours de commerce jusqu'à ce que quelque chose colle. Ça va être. Je pense qu'on l'a déjà appliqué depuis le départ de Brady. Anyways, juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, juste vous faire le petit quiz du joueur de la semaine. Alors, le joueur cette semaine, devine le joueur, a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado de 2015 à 2018 avant d'avoir... 2025, je pense une petite erreur. Oui, ça, 2015 à 2018, ouais, effectivement, jusqu'en 2025. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais oui, effectivement. Il a pris une pause Jaromir Jagr de 7 ans à son summum en Europe. Alors, de 2015 à 2025, en fait, c'était 2024 même, hein, je dirais. Non, 2025. 2025 a porté les couleurs de l'Avalanche du Colorado, bref, pour avoir joué avec les Hurricanes de la Caroline pour finalement être avec les Stars de Dallas. Je pense que, honnêtement, il faut vivre en dessous d'une roche comme Patrick l'Étoile de mer pour ne pas savoir de qui on parle, Félix, mais pour le bien de la cause, qui est ce joueur? Mikko Rantanen qui a été impliqué dans la grosse transaction de la semaine, qui a fait jaser de lui pendant une semaine de temps complet et aussi, ce qu'on a appris aussi, a bien failli se ramasser à Toronto contre Mitch Marner. Ça a été discuté entre les Hurricanes et les Maple Leafs. On se serait échangé 2 joueurs autonomes en devenir. Mitch Marner ne voulait rien savoir de partir de Toronto. Mais ça aurait été quand même une grosse transaction. C'est quand même un Mikko Rantanen pour Mitch Marner. Ça aurait fait pas mal jaser, mais finalement, Rantanen qui a pris le chemin de Dallas, signé à long terme là-bas, contrat de 8 ans, 96 millions au total, qui va entrer en vigueur cet été. Pour la prochaine saison. Donc, Mikko Rantanen qui est dans la centrale pour y rester, mais pas avec l'Avalanche. Pour de vrai, l'état-major d'Avalanche doit tellement se tirer les cheveux en ce moment. Il va falloir faire face en série. C'est-tu pas mal comme le plus gros joueur à avoir été changé 2 fois dans la même saison? Ça doit. Vanek, ça avait été ça aussi, mais Rantanen est bien meilleur que Vanek. Je pensais, Paul Coffey n'avait pas été changé 2 fois dans la même saison, non? Oh, je sais pas. Je sais que Paul Coffey, je sais qu'il avait fait pingouin au
Je sais qu'il a fait Penguins aux Kings dans la même saison, mais est-ce qu'il avait fait Oilers? Bref, peu importe. Je pense que non, mais tu sais, ça vous donne à quel point ça a été un désastre. Mikko Rantanen en Caroline et tout ce qui implique, puis maintenant un beau contrat qui l'attend. Puis même le monde nous demande si son agent il est chaud, man, parce qu'il a juste parce qu'il a juste vendu pour 12 millions de dollars annuellement, puis les Stars font ah! OK, puis finalement, puis aussi le gros truc, là, c'est comme, man, tout ce temps-là, c'était comme peut-être une question d'argent avec Rantanen, puis effectivement, ça n'a jamais été une fucking question d'argent avec lui, puis sinon, il y aurait signé à beaucoup plus que ça. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à cet épisode de La Triple Menace. Juste vous rappelez que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via la page des superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission telle que via le perron d'église. Sinon, on est disponible sur Instagram et TikTok, où vous retrouvez des petites clips et interagir avec nous pendant la semaine. D'ici là, on va se retrouver la semaine prochaine et espérons-le avec le trio au complet. Anyways, ciao, ciao!